Se souvenir. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Je pense qu'il faut rester humble dans tout ça et ne pas prétendre se souvenir de tout. De toute façon, ce serait insupportable et en plus, les souvenirs perdraient de leur valeur. Parce que c'est ça qui est magnifique finalement. C'est la précision avec laquelle quelqu'un peut raconter un événement qui remonte à plusieurs dizaines d'années et ne plus trop se souvenir de sa journée d'hier. Les souvenirs, c'est comme des petites capsules sensorielles qu'on conserve précieusement. Inévitablement, le passage du temps va les transformer, mais elles ne perdront pas pour autant leur parfum, leur essence ou leur couleur. Même que certaines d'entre elles sont comme des bons vins. Elles s'enrichissent et s'embellissent avec le temps. Aujourd'hui, je vous invite à faire la rencontre mémorable de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Mon père, il a toujours été dans le bois, puis mon grand-père a toujours été dans le bois. Moi, j'ai passé mon enfance dans le bois, fait que j'ai pas mal appris jeune de dire, regarde, il faut le respecter, parce qu'on veut toujours être dans le bois. J'ai suivi un cours de garde forestier 2 ans, j'ai été agent de conservation. Ensuite, j'ai suivi des cours comme pépiniériste, culture en serre. Ensuite, j'ai suivi des cours comme technique de séchage des bois. Des formations qui s'étaient liées un peu à la forêt. Je voulais comprendre, savoir qu'est-ce qu'on fait avec. Puis quand j'ai suivi un cours de création d'entreprise, mais une personne me trouvait que je ressemblais à un druide. Elle dit, tu devrais prendre le personnage du druide pour véhiculer tes messages. J'ai parti dans l'association des druides de la vallée de la Matapédia. On faisait des activités au domaine du monde, on leur donnait des formations puis des techniques de cueillette. Je m'appelle Marcel Boucher. Le monde m'appelle le druide, c'est depuis 25-30 ans. Je suis originaire du lac Amkoui, j'ai un nom du lac Amkoui. Je fais sourire un peu du monde, puis ça me fait du bien. Il y a 20 ans, là, le monde défaisait des granges, puis il ne s'occupait pas de ça. Mais moi, dans ma vie, j'ai défait 4 granges. La dernière, mais j'en ai profité pour faire un atelier. Pratiquement tout seul, en date de 2 mois, j'ai monté mon atelier. Il m'a coûté 400$, 20 par 24, 2 étages. C'est sûr que quand il y a un gros soleil dehors, je suis pas dans l'atelier. Je suis dans l'atelier parce qu'il fait mauvais puis qu'il fait une tempête, mais quand il fait beau, je suis dehors parce que on a besoin de ça, des vitamines. Hein? J'essaie d'être créatif, dans le sens que j'essaie de faire ce que le monde n'a pas vu puis ce que le monde n'a pas pensé. Je vais prendre des os de pâte d'orignal pour faire des couteaux, je vais prendre des oreilles d'orignal pour faire des sacoches. Je fais des outils pour la vannerie. Une pièce d'orignal, normalement, serait pour donner à manger aux chiens. Bien, moi, je vais prendre la pièce puis je vais faire des petits personnages. Puis le chien, il mangera d'autres choses. Ma philosophie, c'est que si tu l'as tué, pourquoi tu ne l'utilises pas au complet? Nos ancêtres, il n'y avait pas grand-chose. Ils mangeaient de la moelle, de l'os, puis l'os, il servait encore pour d'autres choses. À cette heure, ça se perd. Ça se perd beaucoup. Le monde sont pressés. Fait que je me dis, regarde, pourquoi pas? On va l'enseigner au monde. Ma mère est artiste peintre. Elle est décédée, mais elle m'a appris beaucoup parce qu'elle on avait besoin de quelque chose, mais si on ne l'avait pas, plutôt de l'acheter, on le faisait. Un panier ou du linge, c'est tout elle qui le faisait. Ça m'a appris à me débrouiller avec ce qu'on a. On est rempli de ressources tout autour de la maison. Il s'agit juste de prendre le temps d'observer qu'est-ce que je pourrais faire avec. Mes plus belles années, c'était les années d'exploration. Je suis dans la rivière La Forge. On pêche. Puis à un moment donné, je vois comme un monstre. C'est gros. C'est peut-être 4 mètres de long par 2 mètres de large. Il y a des cinquantaines de yeux là-dessus. Puis ça avance là-dedans. Puis là, je m'en regarde comme faux. Voyons, c'est quoi? Je tire-tu là-dedans? Puis je pique-tu ou pas? Puis là, je tire, puis je pique. Mais c'était toutes des grosses carpes d'à peu près 3 pieds de long, 2 pieds et demi, 3 pieds. Là, des carpes, pas 3 pieds, 2 pieds et demi, mettons. C'est 2 babounes qu'on voit là. Mais oui, c'est 2 yeux. Mais tout ça ensemble, ça faisait comme un gros monstre. Je pensais pas voir ça dans ma vie. Je fais des bâtons de randonnée, ça c'est sûr. Je fais des bâtons de randonnée, j'en ai tous les sortes. J'en ai peut-être 1000 à l'état brut, une couple de 100 pratiquement finis, puis une trentaine de finis. Dans mon exploration artistique, si on va dire, j'ai
pensais des bâtons du patrimoine. C'est un bâton de randonnée que tu as l'histoire de ta famille sur le bâton. Puis il reste toujours de l'espace pour continuer, mais ton arbre géologique avec tes ancêtres sont pyrogravés sur le bâton avec soit des anecdotes ou les faits marquants de la vie. Ça peut être un feu, ça peut être des mortalités. Tu vas peut-être marcher avec, mais éventuellement, c'est un bâton qui est pour rester après le mur, pour faire partie de l'histoire. Il peut être comme légué parce qu'éventuellement, tes enfants vont peut-être le prendre pour continuer le bâton. C'est comme un bâton énergisé parce que la personne qui va prendre le bâton va mettre de l'énergie dedans. Fait que je me dis, plus que tu vas le prendre, plus que tu vas l'énergiser, puis à un moment donné, mais ce serait ça. Ma philosophie, c'est qu'une journée, tu n'as rien appris, c'est une journée perdue. Fait que si tu essaies de ne pas trop perdre ton temps. Faut être passionné, parce que la passion, c'est comme l'épice de la vie. Puis c'est pas diable de manger pas épicé. Il me semble que ça prend quelque chose, tu sais. Tu vois bien vu, j'ai un peu de sel, mais moi, je mettrais plus que du sel, mais il faut être passionné, puis pour rendre la vie agréable. Se souvenir des personnes qui sont parties, se souvenir des personnes qui nous ont marqués, se souvenir de nos apprentissages. Parce que en vieillissant, c'est pas plus sage qu'on devient, mais c'est plus prudent. Si tu te souviens des erreurs que tu as faites ou des choses qui n'ont pas marché, mais tu vas être plus prudent, tu vas faire attention. Parce que dans tous les fois, on fait des erreurs dans la vie, puis il faut vivre avec ça. J'aime pas ça, moi, voir une maison de 250 000 $, puis il y a 2 personnes qui restent dedans. Tu sais, si tu gaspilles, je sais pas, t'as pas besoin de ça. Il y a des maisons qui il n'y a pas de famille, qui sont vides, là, c'est une grande maison vide. C'est une petite maison remplie qu'une grande maison vide. Moi, je volais les couteaux à ma mère. Je les empruntais, je les volais pas. J'empruntais les couteaux à ma mère, puis je m'en allais dehors, puis là, je ramassais des feuilles pour faire de la salade. Puis là, j'avais fait des salades pour mes petits frères, mes 2 petits frères, puis ma petite sœur. Là, ma mère a dit, j'ai pas mes couteaux. Ah, j'ai dit, c'est moi, je les ai pris. Elle cherchait ses couteaux. Elle dit, qu'est-ce que t'as fait avec ça? Mais j'ai fait une salade. Puis là, j'avais ramassé toutes sortes d'affaires, moi, qui n'étaient pas comestibles ou quoi que ce soit. Là, elle me regarde, elle dit, tu les en as pas fait manger? Ma mère, elle a eu 18 enfants. Mais on a été 15 en tout, vivant en même temps. Là. Les 15, on avait des amis, puis ils étaient tous les bienvenus. Il y en avait 2 qui arrivaient de l'autre bord, de l'autre. On se ramassait, on était à 30-40, on jouait au baseball, on jouait aux cartes, on jouait à cachette. L'hiver, les plus vieux nous faisaient une patinoire, là, puis tout le monde, durant, venait chez nous patiner. Là. Il y a eu du monde chez nous, là. Mais mon père, ma mère, c'était du monde accueillant. Là. On avait bien du plaisir. Je m'appelle Émile Lépine. Je suis né d'une famille de 15 enfants. Je travaille encore, puis j'ai encore du plaisir à le faire. Probablement que je vais faire pas mal des petites confitures puis des gelées, mes choix à la retraite. Au début, dans ma jeunesse, j'avais peut-être 13 ans. Là. Mon beau-frère venait me chercher, il prenait sa femme, il allait à la messe. Moi, je gardais les enfants pendant 1 heure de temps à la messe, pour la messe, puis il revenait après. C'est ce que je faisais. C'était comme mon premier travail. Là. Ça me donnait 35 cents pour l'heure. C'était pas pire. C'était bon. 16-17 ans, je faisais un déjeuner, dîner, souper. C'est les frères des écoles chrétiennes pour 50 personnes la fin de semaine. J'ai adoré ça. J'ai appris beaucoup. Je travaillais avec le chef qui me montrait des affaires. Ce monsieur-là, il a travaillé au Château Frontenac dans des années où il n'y avait même pas encore, genre, l'électricité, là. T'sais, il coupait sa tranche de bacon le matin, la star dans les restaurants, tu reçois ça à la caisse, tout déjà tranché. Quand tu travailles dans une cuisine, tu peux voyager n'importe où. J'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans les territoires du Nord-Ouest. Il y a 40 ans, ça, à peu près. J'avais 25 ans quand je suis allé là-bas. C'était dans un hôtel. Il y avait une vingtaine de chambres. Et puis, on avait un coffee shop, puis on avait une salle à manger. On était toute une équipe de Québécois là-bas. Là. C'était vraiment le fun. Le propriétaire, encore, il m'a écrit cette semaine. Là. Toutes les années, à Noël, il m'appelle pour me souhaiter bonne fête, puis un beau temps des fêtes, prendre des nouvelles.
Le village de Normanwell. Il a commencé à avoir du monde qui ont habité après la Deuxième Guerre mondiale, je crois. C'était comme l'armée qui s'était installée là. Et puis après ça, c'est Esso qui se sont installés là, c'est le pétrole. Aujourd'hui, il y a peut-être 300-400 personnes qui vivent là, mais dans le temps, les travailleurs puis tout ça, là, on était 5-6 000 certains. J'ai connu beaucoup de monde là-bas, vraiment, vraiment intéressant. Là. Ici, c'est un petit couteau qui sert à faire des fèves à la française. On prend une fève, puis on le passe ici, là, puis là, elle est coupée sur le long. Ça fait différent. J'en ai donné à du monde, là, mais c'est une perte de temps pour eux. Ma mère, elle a tellement cuisiné, là, parce que, tu sais, je veux dire, à la gang qu'on était chez nous, là, quand elle manquait son coup, puis qu'elle brûlait ses affaires, elle disait, quand c'est de moi, en tout cas, c'est cuit. On se posait pas de questions. Fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un me demande « Hey, viendrais-tu voir si c'est cuit? » Je réponds toujours « Si c'est noir, c'est cuit. » Ma mère, elle le disait. À l'hôtel Mercure, on servait les immigrants aussi. Quand ils arrivaient à Québec, c'est nous autres qui les logeaient et qui les nourrissaient. Je me souviens qu'il y en a un qui est arrivé puis que maintenant, ce monsieur-là, il y a un restaurant où je vais. On s'est aperçu que quand lui est arrivé à Québec, que moi, j'étais chef dans l'hôtel où ce qui était arrivé. Le monsieur, c'est un Cambodgien, puis c'est de la cuisine cambodgienne, puis c'est vraiment excellent. C'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Et ça coche, là. Un moment donné, une de mes amies, elle avait demeuré chez nous pour un petit bout de temps. On travaillait à l'auberge Bécard. Elle avait acheté une bouteille de mousseux ou de champagne. Elle avait sorti 2 verres à moi. J'avais 2 beaux petits verres, des verres de cristal, mais c'était pas vraiment du cristal, là, mais on dirait qu'il était en cristal. Puis là, quand je suis arrivé, j'ai dit à Élise, voyons, Élise, t'as sorti des verres en cristal dehors. L'autre, le monsieur, il était tout gêné, puis là, il tenait son verre bien tranquillement, puis lui, il tenait son verre, puis là, il savait plus quoi faire. Là, à un moment donné, il avait fini, puis là, faisait une demi-heure qu'il tenait son verre, puis il savait pas quoi faire avec. Fait que j'ai dit, hey Claude, j'ai dit, puis t'as fini, j'ai dit, dans ton verre, t'as l'air d'être mal à l'aise. Là, j'ai pogné le verre, puis je l'ai tiré dans le foyer. J'ai dit, bienvenue chez nous. En travaillant dans la restauration, puis en étant parti beaucoup, j'étais beaucoup moins présent avec ma famille. Là. Tu sais, je veux dire, le monde de la restauration qui travaille le samedi, dimanche, Noël, Pâques, jour de l'an, la famille, elle en mange un coup. Là. Mon père et ma mère, vraiment 2 personnes qui s'aimaient. Là. Vraiment, là. Un amour parfait, ça. Je sais pas s'il y en a beaucoup, là, mais eux autres, ils l'avaient. Encore aujourd'hui. Ils sont décédés, puis ils s'aiment encore. C'est sûr. Moi, sur ma pierre tombale, je crois pas que je vais en avoir une, j'en veux pas. Mais avoir une pierre tombale, moi, j'écrirais tout simplement merci. C'est tout. Je suis content de ce que j'ai vécu. Je dis merci à la vie parce que j'ai pas eu à avoir des gros problèmes ou quoi que ce soit. Si je dis merci à la vie comme ça, c'est juste tout simplement parce que je suis content de ce que j'ai eu, ce que j'ai vécu, puis ce que je vais vivre encore jusqu'à la fin. C'est ça. Maintenant, je demeure à Toronto, puis là, je reviens ici, là, juste en visite chez mes parents, puis c'est ça, les plus beaux souvenirs que j'ai, je pense, c'est près du fleuve. Il n'y a rien qui peut m'enlever mon fleuve Saint-Laurent. On est proche de son père. Son père a un petit peu plus que 92 ans. Et puis, il a une mémoire phénoménale pour son âge. Il se souvient de tout de son jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Passer du frigidaire à glace à aujourd'hui Internet là, sur un iPad qu'il utilise couramment. J'avais demandé à mon père une belle poupée. Une belle grande poupée, à peu près, qui mesurait à peu près 3 pieds. Puis elle coûtait très, très, très cher dans ce temps-là, là, ces poupées-là, pour mon père, tu sais. Puis finalement, il avait hésité, il me disait « Ah, je sais pas ». Finalement, il me l'avait acheté. Ça a été un souvenir, parce que dans ce temps-là, des poupées, on n'en avait pas beaucoup, hein. Puis comment elle s'appelait? Oh mon Dieu, je me rappelle plus. Elle était blonde, je me rappelle plus du nom que j'avais donné, là. C'est important, ça fait partie du patrimoine, de la transmission. Ce que je fais beaucoup avec mon petit-fils actuellement, de transmettre ce qu'on est, ce qu'on a déjà été pour être capable de
peut-être de ne pas oublier, justement, pour être capable d'avoir un avenir meilleur. On a toujours des choses à améliorer. Hein. Quand on est professeur à l'université, on a une partie où on enseigne, mais on fait de la recherche aussi. C'est des personnages qu'on connaît moins, qui sont disparus, qui n'ont pas laissé de traces, dont on a oublié la mémoire. Ici, à Sainte-Luce, il y a eu plusieurs inhumations en dessous du plancher de l'église. Dans plusieurs églises au Québec, on faisait tout simplement que soulever le plancher. On défaisait le plancher vis-à-vis le banc qu'occupait le défunt et on déposait le corps en terre à cet endroit-là. Donc, si son grand-père, avant lui, avait accédé aussi au sous-sol de l'église, ça veut dire qu'il fallait creuser un peu moins creux. Mais voilà, donc c'est un rituel honorifique qui est une marque aussi de distinction, mais c'est des choses qu'on ne connaît plus, qu'on ne voit plus. Se souvenir, ça peut vouloir dire se souvenir d'hier, du mois passé, des années dernières. Mais se souvenir, pour un historien comme moi qui s'intéresse au monde préindustriel, c'est s'intéresser à des choses qui ne sont plus. Je m'appelle Jean-René Tuotte, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Rimouski, et une partie de mon métier consiste, dans le fond, à aider les étudiants à se souvenir. J'ai grandi pour l'essentiel à Sainte-Dorothée, une petite paroisse rurale. C'est ma profession, en fait, qui m'a amené ici. Il y a un poste qui est ouvert, un poste de professeur d'histoire qui est ouvert ici dans la région du Bas-Saint-Laurent. C'était la ruralité beaucoup qui me portait. Puis j'aime beaucoup faire du plein air, donc quand je suis arrivé ici, tout de suite, ça a été un match parfait pour moi, là. Encore aujourd'hui, dans la région, il y a certains mots que j'ai entendus quand je suis arrivé ici et que je n'avais jamais entendus. Quelqu'un a dit « Ah, en fin de semaine, un tel ne pourra pas venir avec nous aider parce qu'il est en radoux. » J'ai dit « En radoux? En radoux? » J'ai jamais entendu ça. Puis là, je questionne un peu, je réfléchis, puis dans le fond, je trouve R-A-D-O-U-B, en radoux, radoub, radoubé, et ça référait justement au calfatage des bateaux. Un bateau qui est en radoux, c'est un bateau qui est en réparation. Donc, on avait transféré la restauration, rénovation, réparation du bateau à quelqu'un qui, finalement, faisait des rénovations chez lui. Il n'était pas disponible en fin de semaine. Il était en radoux. Il était en travaux chez lui, comme un bateau. Il y avait plusieurs mots comme ça dans la langue qui avaient trait, finalement, au fait qu'il y avait ici beaucoup de pêcheurs, beaucoup de navigateurs, et que ça colorait la langue. On a débarqué, on a embarqué, dégrayez-vous, la touche maritime dans la langue. J'aime répéter aux jeunes chercheurs que je côtoie qu'on ne peut pas écrire sur un territoire qu'on n'a pas marché. On ne peut pas raconter l'histoire d'un coin de pays qu'on n'a pas vu. Je me suis promené un peu partout pour aller rencontrer ces différentes ruralités-là. J'aime marcher j'aime marcher déjà en partant. Je suis un randonneur, que ce soit une terre ouverte, un boisé, une rivière, un village qui émerge, un clocher qui perce. Pour moi, tout ça est magnifique. L'église de Sainte-Luce est fantastique parce que c'est une des premières églises qui a été construite par des artisans de la région du Bas-Saint-Laurent. Ici, c'est Michel Parent, le maçon, et le charpentier Paul Lepage qui ont construit l'église 1838-1840. Mais on peut aussi raconter l'histoire de l'architecture domestique à Sainte-Luce, c'est fantastique. On a tellement des beaux spécimens du 18e siècle jusqu'au 20e siècle quand on se promène dans les rangs autour. Pour moi, c'est un vrai magasin de bonbons. Le plus beau cadeau que je peux faire en tant qu'enseignant à mes étudiants, c'est de les amener à développer leur propre lecture éveillée de ce qui les entoure. Au-delà des seuls témoins qui restent, il y avait d'autres choses avant. Se souvenir, pour moi, c'est de transmettre ça. Moi, je pense que l'invisible, l'effacer, c'est assez précieux. Cette capacité d'émerveillement-là pour ce qui nous entoure, c'est aussi ce que j'essaie de transmettre aussi à mes propres enfants. Je me dis, à tous les jours, il y a quelque chose de beau, d'agréable qui va se passer ou que je vais découvrir. Dès que je peux prendre une route secondaire et aller faire un détour d'1 heure ou 2 pour aller en quelque part, si j'ai la chance de le faire, c'est sûr que je vais le faire.